Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier, mais j'espère en tout cas que ça ne sera pas décompté, parce que c'est que des remerciements. Ça dépend. Non, remercier bien sûr le Sénat, mais aussi les fondations Gabriel Péry et Rosa Luxembourg, qui ont eu l'amabilité de nous convier et la très bonne idée d'organiser ce colloque, qui fait suite à des colloques, en particulier un colloque à Dakar où on a parlé du retour de la question politique en Afrique. Et donc je crois qu'on est vraiment dans la continuité. Remercier aussi nos amis. Tout d'abord, notre aîné Demba Moussa Dambélé, qu'on ne présente plus, depuis l'ouvrage, le fameux ouvrage qui était une réponse au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, coordonné par Demba Moussa Dambélé. Nous savons à quel point la question de la souveraineté est importante. Remercier aussi Bruno Tinel, qui, malgré une rentrée chargée, a accepté de participer à cet exercice. Et bien entendu, Martial Zebelinga. J'ai voulu parler avant Martial parce qu'on ne peut pas parler après Martial. Donc, je le remercie. Et dire simplement que, comme nous aurons et les débats et la table ronde l'après-midi, je voudrais simplement verser 4 faits stylisés à notre débat. Le premier, c'est que dans la zone franc, nous n'échangeons pas beaucoup entre nous. Ça a été dit, mais je crois qu'il n'est pas mauvais de le redire. Lorsque vous voyez la proportion des échanges intracommunautaires, on est à moins de 15%. Pour comparaison, la zone euro est à plus de 60%. Le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne, et le premier partenaire commercial de l'Allemagne, c'est la France. Donc on peut comprendre que ces deux pays veuillent avoir la même monnaie, parce que effectivement, ça va réduire les coûts de transaction, entre autres avantages attendus. Mais nous, dans la mesure où nous n'échangeons pas entre nous, on se demande si ça vaut vraiment la peine d'avoir la même monnaie. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que nous sommes restés dans une spécialisation primaire au sein du commerce international. Et comme j'aime bien souvent donner l'exemple du coton, 6 des 8 pays de l'UEMOA exportent le coton. Donc le Togo ne va pas exporter sa fibre de coton au Bénin. Et le Bénin ne va pas exporter sa fibre de coton au Mali, qui, avec le Burkina, sont les premiers producteurs de coton africain. Donc, l'idée ici, c'est qu'à partir du moment où nous sommes plus substituts que compléments, il est légitime de se poser la question de savoir pourquoi on partage la même monnaie. On n'échange pas entre nous. Donc ça, c'est un premier fait stylisé qui renvoie finalement à l'histoire, parce que contrairement à la construction européenne, qui termine par la monnaie, nous avons commencé avec la monnaie. Et du coup, le pari a été de dire, comme ils ont déjà la monnaie, peut-être qu'ils auront les échanges. Non. 70 ans après la création du CFA, donc le 26 décembre 1945, nous n'échangeons toujours pas entre nous. Donc ça, c'est un premier fait stylisé que je voudrais verser à notre débat de tout à l'heure. Le deuxième fait stylisé, c'est la question de la compétitivité qui a été déjà évoquée. C'est que une monnaie forte agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur vos importations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Danny Roderick de Harvard qui dit que tous les pays au monde se battent pour avoir la monnaie la plus faible possible pour pouvoir être compétitifs à l'export. Il dit, il ne comprend pas qu'il y ait une zone dans laquelle les gens sont heureux d'avoir une monnaie forte. Il
il ne comprend vraiment pas ce que ça peut apporter à des gens d'avoir une monnaie forte, dans la mesure où la guerre économique mondiale, c'est une guerre pour les parts de marché. Et donc, comme en plus nous avons fait du désarmement tarifaire dans nos deux zones UEMOA et CEMAC, le résultat c'est que non seulement nous n'arrivons pas à exporter parce que nous avons une monnaie forte, mais en plus les importations sont massives parce que nous avons l'impression d'être riches quand nous achetons le textile chinois, mais en plus le textile chinois il rentre sans droit de douane puisque nous avons fait le désarmement tarifaire. Et donc le couple monnaie forte et désarmement tarifaire est ravageur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir d'industrialisation. Et nous, on l'observe sur l'industrie textile. Toutes les usines textiles d'Afrique de l'Ouest francophones ont disparu. Et ce n'est pas que pour des questions de mauvaise gouvernance. C'est pour des questions de cohérence des politiques publiques. Okay. Donc là, on a vraiment un effet direct de la gestion monétaire couplée aux orientations internationales, donc FMI, Banque mondiale, là, avec une conséquence, c'est que vous n'avez pas de processus de transformation de la matière première. Et comme vous le savez, quand vous exportez la matière première, vous exportez les emplois potentiels que vous pourriez créer si vous les transformiez. Et donc quand les gens me disent qu'il y a du chômage en Afrique, la surprise c'est qu'il n'y en ait pas. À partir du moment où vous ne créez pas de valeur ajoutée, oui, comment vous voulez que vos jeunes en fait, trouvent du travail quelque part? Okay. Donc les fonctions publiques africaines ne pourront pas prendre toute la jeunesse africaine qui veut travailler. Troisième fait stylisé, qui nous ramène aussi aux éléments de ce matin, c'est la double répression financière et monétaire. Et les deux, on va le voir, s'interagissent. La répression financière, un chiffre le montre, c'est qu'on a un ratio crédit à l'économie sur PIB de 23% dans la zone UEMOA, et quelquefois il descend en dessous de 20%. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le degré de liquidité dans une économie. C'est-à-dire que quand aux États-Unis, vous avez un ratio crédit sur PIB de 300%, ça veut dire que vous avez un accès facile au crédit. Dans la zone euro, c'est supérieur à 100%. En Afrique du Sud, c'est à 155%. Donc, c'est pour vous donner les rapports. Et j'ai l'habitude de dire que nos économies sont des économies de troc. On échange des moutons contre des poulets. Parce que une économie qui n'a pas de liquidité, qui n'a pas de crédit, ne peut pas créer de croissance et a fortiori d'emploi. Et donc, les chiffres sont là. Le résultat, c'est qu'on a une surliquidité bancaire. Okay. Le dernier rapport de la zone franc parle pour la zone UEMOA de 1140 milliards de francs CFA de surliquidité bancaire. Qu'est-ce qu'il y a dans la surliquidité bancaire? Il y a ce qu'on appelle les réserves obligatoires, ce qu'on oblige les banques à détenir au cas où des clients voudraient récupérer leur argent tout de suite. Donc c'est ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Ça s'élève à 600 milliards, mais vous avez quasiment le même montant au titre des réserves excédentaires. Donc ce que les banques ne prêtent pas parce qu'elles ne trouvent pas à prêter, soi-disant. Okay. Mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas parce qu'elles ne trouvent pas à prêter, mais c'est parce qu'on leur interdit de prêter. Et qui leur interdit de prêter? C'est la Banque centrale. Et c'est là où on tombe sur la répression monétaire. Et pourquoi est-ce que la Banque centrale leur interdit de prêter cet argent? En fait, c'est parce que notre système, et Bruno l'a bien montré tout à l'heure, est fondé sur l'idée qu'on doit défendre la parité entre le franc CFA et l'euro. Et pour défendre cette parité, il faut déposer les devises, avoir le maximum de devises auprès du Trésor français, et comme ça, on s'assure qu'il n'y aura pas de risque de dévaluation. Les accords que nous avons avec le Trésor français nous disent, si vous couvrez à 20% l'émission monétaire, nous vous garantissons la parité fixe. Okay. Aujourd'hui, nous couvrons à presque 100%, donc 98% pour la CEMAC
et 90% pour l'UEMOA. Et la question est de savoir pourquoi, alors que l'assureur, en l'occurrence le Trésor français, ne demande que 20%, pourquoi nous couvrons à presque 100%? Parce que les régimes dans lesquels on couvre à 100%, ça s'appelle des régimes de currency board, de caisse d'émission. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'un assureur. Ça veut dire que quand vous émettez un franc CFA, vous avez l'équivalent sous forme de devise. Donc vous n'avez plus besoin d'un assureur. Donc la question, c'est savoir pourquoi, alors même que l'assureur n'exige que 20, nous couvrons à 100. Et comment ça se passe en pratique? Parce que j'ai travaillé à la BCAO et c'est des choses que nous faisions chaque année dans le cadre de ce qu'on appelle le programme monétaire. Au mois de novembre, on convoque toutes les directions nationales de la Banque centrale, notamment les chefs services crédit et études, et on leur dit, voilà, pour l'année à venir, voilà le volume de devises que nous voudrions déposer auprès du Trésor français. Maintenant, par rapport aux prévisions de croissance qu'il y a dans chacun de vos pays, voilà le volume de crédit maximal que vous pourriez concéder à votre économie. C'est-à-dire que vous avez des volumes planchers, ok, et des volumes plafonds. Les planchers, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est les plafonds. Parce que les crédits sont une contrepartie de la masse monétaire. Plus vous donnez de crédits, et plus ces crédits alimentent les importations pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, puisque nous ne produisons pas grand-chose. Donc plus vous donnez du crédit aux gens, plus les gens consomment, et comme cette consommation est essentiellement importée, ça fait fuir nos devises, puisque vous payez en dollars ou en euros. Okay? Donc plus il y a de crédit dans une économie, moins il y a de devises auprès du Trésor français. Et comme notre objectif, c'est la défense de la parité entre le CFA et l'euro, moins il y a de crédit et mieux nous nous portons. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle la répression monétaire. Okay? Donc, le fait qu'il y ait à la fois des réserves excessives auprès du Trésor français et une surliquidité bancaire, c'est la même logique, procède de la même logique. C'est que notre monnaie n'est pas au service de la croissance et du développement. En fait, c'est ça. Et donc, vous pouvez aller à la BCAO chaque mois de novembre. Vous irez, il y aura le programme monétaire. On dit au chef de service, vous ne pouvez pas dépasser tel montant de crédit. Et chaque fin de semaine, vous allez voir que le chef service crédit de la BCAO téléphone à tous les banquiers de la place pour dire combien de crédits vous avez alloué cette semaine. Et on dit, oulala, là, il y a du dérapage en l'air. Il faut serrer. Okay. Donc, en fait, on n'est pas dans un système libéralisé, contrairement à ce que disent les textes depuis 1989. On est toujours dans un système d'encadrement du crédit qui ne dit pas son nom. Parce que pour faire bien, pour être dans la doxa internationale, on a le discours libéral, mais dans les faits, on a toujours la gestion administrative du crédit. Et dernier effet stylisé, le quatrième, c'est l'absence de croissance dans les objectifs de la Banque centrale, des deux banques centrales. Et là, je crois qu'il y a trois articles dans le nouveau traité de l'Union monétaire ouest-africaine. Il y a 3 articles qui permettent de bien cerner la chose. Alors, pour mémoire, jusqu'en 1994, donc de 1962 à 1994, nous n'avions que le traité de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Okay. Au moment de la dévaluation du franc CFA, comme l'a si bien dit tout à l'heure Demba Moussa Dembélé, donc la veille, puisque la dévaluation a eu lieu le 11 janvier 1994, le 10 janvier, on a créé l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et on a dit, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu de convergence économique qu'on est obligé aujourd'hui d'évaluer. Donc, il faut
désormais faire attention au secteur réel de vos économies. Donc on va créer une commission, la commission de l'UEMOA, et on va faire un nouveau traité, le traité de l'UEMOA. Donc les deux traités coexistent. Sur les questions monétaires, nous nous tenons au traité de l'Union monétaire, et sur les questions dites économiques, vous voyez ce que disait Bruno Tinel tout à l'heure, l'idée néoclassique d'une dichotomie entre le secteur monétaire et le secteur réel. Donc pour les questions dites d'économie réelle, on prend le traité de l'UEMOA. Okay. L'UEMOA n'a pas remplacé l'UMOA. Et il était prévu en 1994 qu'on fusionne les deux traités. Mais qu'est-ce que la BCEAO a fait en 2010, mais ça a commencé dès 2002, c'est reprendre le traité de l'Union monétaire de 1962 pour obtenir l'indépendance de la Banque centrale. Donc on a refait un nouveau traité de l'Union monétaire qui n'a rien à voir avec le traité de l'UEMOA. Et ce nouveau traité dit trois choses en substance. L'article 4 qui dit que désormais la Banque centrale est indépendante de tous les États de l'Union. Jusque-là, c'était le Conseil des ministres de l'UEMOA qui concevait la politique monétaire et la BCEAO, comme la BEAC, avait simplement comme objectif de mettre en œuvre la politique monétaire. Eh bien, c'est terminé. Maintenant, il y a un comité de politique monétaire au sein de la BCEAO qui définit les objectifs de la politique monétaire exécutés par la BCEAO elle-même. Donc, ça, c'est un point qui me paraît fondamental. Deuxième point fondamental, c'est l'article 8 qui dit que le seul objectif de la politique monétaire, c'est la stabilité des prix. Il n'y a pas d'autre objectif. Troisième article, l'article 36, qui dit qu'en aucun cas la Banque centrale ne peut aider les États. Et donc, si un État a des difficultés, eh bien, il n'a qu'à se débrouiller. Et je vous donne juste un exemple. C'est aujourd'hui, nous émettons des obligations à 6,5% sur le marché financier régional. Mais les taux directeurs de la BCEAO, le taux du marché monétaire, est à 2,5%. Okay. Ça veut dire que si moi je suis banquier dans l'UEMOA aujourd'hui, je peux emprunter à 2,5 auprès de la BCEAO et aller acheter à 6,5 les obligations des États et empocher la marge de 4 points de pourcentage. Okay. Qu'est-ce qui empêche la Banque centrale de prêter aux États à 2,5 ou ne serait-ce que récupérer l'écart des 4%. Okay. Il y a tellement de façons d'envisager qu'une banque centrale puisse aider les États qu'il n'est absolument pas concevable que nous puissions continuer de la sorte. Pour conclure, Monsieur le Président, trois choses. Première chose, je crois qu'il faut fusionner les deux traités. Parce que le fait qu'on ne fusionne pas les deux traités, UMOA et UEMOA, procède d'une volonté délibérée de la Banque centrale de séparer le pouvoir monétaire des autres pouvoirs. L'illustration frappante, c'est qu'au Conseil de politique monétaire de la BCEAO, le président de la commission de l'UEMOA n'a pas de voix délibérative. C'est-à-dire que la personne qui est censée piloter le secteur réel des économies des 8 États ne peut pas donner sa position au moment où le comité de politique monétaire de la BCEAO prend ses décisions. Il n'a qu'une voix consultative, il n'a pas de voix délibérative. Alors que les représentants français ont une voix délibérative, ils votent. Okay. Donc, à ce moment-là, effectivement, la question de la souveraineté monétaire, elle se pose. Et d'ailleurs, Soumaïla Cissé, qui était président de la commission du UEMOA, quand je travaillais là-bas, a toujours refusé d'aller à Dakar participer aux réunions du comité de politique monétaire de la BCEAO. Parce qu'il dit, je ne peux pas prendre l'avion de Ouaga et aller à Dakar et ne pas voter, et que les Français viennent voter pour l'avenir de la gestion des économies de l'Union. Et donc Cissé a dit, moi je n'irai pas à Dakar. Okay. C'est aussi une façon de vous dire que quand on parle du CFA, vous avez quelquefois l'impression qu'il n'y a pas d'antagonisme ou de discussion en interne.
C'est faux. Il y a des débats houleux à l'intérieur de la zone, mais qui sont des débats feutrés. Okay. Deuxième chose, je crois que la BCEAO, comme la BEAC d'ailleurs, devrait faire preuve de pragmatisme. Un peu comme, on en a parlé, les politiques monétaires non conventionnelles. C'est absurde, et Tiner en a parlé, d'avoir un taux d'inflation de 2% comme cible. Et c'est même pire parce qu'en 2014, dans l'UEMOA, on a eu la déflation, on a eu un taux d'inflation négatif de moins 0,4%. Donc quand des économies qui ont tellement besoin de financement, tellement besoin de croissance, tellement besoin de développement, tellement besoin de créer des emplois, s'amusent à faire de la déflation, on se dit, mais dans quel monde nous sommes? Vous voyez? Donc, une cible d'inflation, nous on a calculé le taux d'inflation optimal de notre zone, c'est 8%. Okay. Parce que nous sommes tout le temps en but à un procès en incompétence, c'est faux. Les économistes africains travaillent, et travaillent bien, seulement les politiques ne veulent pas s'appuyer sur les éléments mis en évidence par les économistes africains. Tous ces débats sont documentés, informés, et nous avons tous les éléments pour faire autrement. Et troisième et dernière chose, je crois que, on en a aussi un peu parlé, le régime de change fixe a montré ses limites aujourd'hui. Personnellement, je plaide pour rattacher le CFA à un panier de devises, avec dans ce panier, bien sûr, l'euro, mais aussi le dollar. Le yuan chinois, bien sûr, mais le yuan lui-même est en taux de change fixe avec le dollar. Et vous avez vu que l'Angola vient de décider que le yuan chinois serait la deuxième monnaie officielle de l'Angola. Ce n'est pas bête. Si leur partenaire principal est la Chine, ce n'est pas absurde qu'ils choisissent la monnaie chinoise. Vous voyez, aujourd'hui dans la zone franc, notre premier partenaire, c'est la Chine. Okay, ce n'est plus la France. Et d'ailleurs, la France, ses trois premiers partenaires commerciaux en Afrique, ce sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Ça veut dire que la France n'a pas besoin qu'on utilise le franc CFA pour qu'elle commerce avec vous. Okay? Il n'y a que 20% des investissements directs étrangers français qui vont dans la zone franc. Je parle des investissements directs étrangers français en Afrique. Donc 80% des IDE français en Afrique vont hors zone franc. Donc je crois qu'il faut qu'on dépassionne le débat sur le CFA, même sans revendiquer une forme d'indépendance qui, à mon avis, est tout à fait légitime. On a des éléments du point de vue strictement économique pour remettre en cause quelque chose qui dure depuis 70 ans. Je crois que c'est un devoir de génération et c'est ce à quoi nous nous attelons. Merci beaucoup.